Donc, bienvenue Kevin dans le podcast d'Ether, les récits d'innovation sociale. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci. Alors déjà, de m'avoir invité. C'est normal. Tu fais partie de nos, je dirais, entrepreneurs les plus investis sur cette question d'innovation sociale. Donc tu as toute ta place dans les premiers épisodes de ce récit. Je fais un petit placement de produit, comme tu as pu constater, Très bien, avec ma gourde Gobi. Tu fais bien. Parce que sinon, je me fais fâcher par mes clients. Et j'espère que ça leur donnera envie de venir aussi exprimer ce qu'ils font ici dans le podcast Ether sur l'innovation sociale. Très bien. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais évidemment, Kevin, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et ce que fait Kawa. Kevin André, bientôt 50 ans finalement. Hein, tu les auras quand ? J'avance dans l'âge. J'aurai 49 le 8 novembre, dans pas longtemps. Et dans un an, je passe la cinquantaine. Donc j'ai cofondé Kawa, dont on va parler, qui est une entreprise agréée d'utilité sociale, donc qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Oui. Qui a pour mission de créer du lien social. J'ai fait ça parce que j'ai eu un parcours notamment académique. J'ai fait une thèse. Et dans ces travaux de recherche et d'enseignement, j'étais prof en innovation sociale à l'ESSEC. J'ai pris conscience où j'ai travaillé sur la question du lien social, de la manière dont on peut créer une société du care, le mot anglais, c'est-à-dire une société dans laquelle on prend soin les uns des autres, dans laquelle on se soucie les uns des autres. Donc c'est la question aussi de l'empathie, on pourra peut-être en reparler. Tout à fait. Et l'idée, c'était de se dire comment je peux ne pas seulement en parler ou écrire des papiers dessus ou enseigner ou faire des conférences, mais comment je peux, entre guillemets, opérationnaliser ce sujet, qui est pour moi un sujet sociétal majeur, presque peut-être un sujet de civilisation, à vrai dire. Mais surtout comment on peut l'exécuter, comment on peut le rendre concret. Et donc, c'est vraiment cet aller-retour entre, on va dire, des travaux de recherche et ma thèse, et puis l'action, un projet entrepreneurial, une boîte qui veut être rentable, même si elle est à finalité sociale. Elle ne dépend pas de subventions, c'est pas une association. Et donc, comment on trouve le modèle économique qui va avec et qui permet de remplir cette mission. Donc Kawa fait, après je te poserai des questions, j'en ai plein, mais tu le sais, c'est pas la première fois que je t'interviewe, mais donc dis-nous ce que fait concrètement Kawa. Kawa, concrètement, c'est un concept de café-rencontre. On a mis d'ailleurs du temps à résumer les choses en peu de mots, donc je suis heureux de partager ce résumé. Café-rencontre. Café, c'est un lieu. Historiquement, en France et en Europe d'ailleurs, et un peu dans le monde maintenant, les cafés sont les lieux de création de liens sociaux, de convivialité, même s'ils ont massivement disparu. Et rencontre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas seulement prendre un café, manger un morceau, c'est aussi rencontrer d'autres personnes qu'on connaît pas forcément. Et le levier pour faire ça dans un kawa, dans un café, c'est beaucoup d'événements, beaucoup d'ateliers organisés de manière participative par les gens. D'accord. Voilà. Et puis des tables partagées, et puis potentiellement des bureaux partagés, et puis dans certains lieux de la colocation intergénérationnelle. Bref, les modalités sont diverses, mais le principe de base, c'est un café dans lequel on rencontre des gens qu'on ne connaît pas forcément, notamment par des événements. Super. Donc, comment ça fonctionne ? Combien y a-t-il aujourd'hui de tiers-lieux, puisque c'est comme ça qu'on doit dire, ouverts ? On a eu un premier lieu ouvert à Gare de Lyon, qui nous a servi de laboratoire, donc 24 avenue Daumesnil. C'est notre lieu. Ça, c'était quand ? Alors nous, on a signé le bail 2 jours avant le confinement. Donc on était visionnaires. On s'est dit, c'est le bon moment pour créer du lien social dans un lieu. Parce qu'on va juste fermer dans 3 jours après, en fait. On va fermer le lieu qu'on n'avait pas encore ouvert. Donc c'était très intéressant, cette espèce de contradiction, mais de preuve par l'absurde, en fait, dans le confinement, à quel point, en fait, c'est des lieux essentiels pour la vie sur Terre ou dans nos sociétés. Donc, on a ouvert le lieu en 2020, quand on a pu ouvrir, en tout cas sur la partie bureau, parce qu'il y a une partie bureau partagée pour des acteurs de l'économie sociale. Oui. Et sur la partie café, vraiment, on a pu ouvrir qu'en septembre 2021. Mais c'est ça. Quand on a eu l'autorisation d'ouvrir. Et voilà. Et le lieu continue à exister, fréquenté de manière très, très importante. Beaucoup d'événements, 500 événements cette année organisés, énorme. Oui, 500 événements, ça veut dire 2 à 3 par jour. Oui, sachant qu'on n'est pas ouvert le week-end en plus. Donc, oui, donc même un peu plus, d'accord. Donc c'est vraiment, donc ça fonctionne vraiment. Le modèle d'impact fonctionne, le modèle économique est tendu. On pourra en reparler pour des questions aussi de conjoncture, de plein de raisons.
Mais en tout cas, le truc fonctionne et donc on a voulu l'essaimer, le répliquer. Dans un deuxième lieu à Lumière, dans l'immeuble Lumière, qui est un immeuble Porte de Bercy. Tout à fait. Dans le plus grand immeuble de bureaux privés de Paris, intramuros. Et là, l'idée, ça a été avec Praemia, que je salue ici, c'est-à-dire la boîte qui est propriétaire du bâtiment. Ils ont eu la vision de se dire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on va ouvrir un immeuble de bureaux à l'extérieur. Et on va faire un lieu, un tiers-lieu, comme tu l'as dit, à l'intérieur des bureaux, mais ouvert à l'extérieur. Ça, je pense, c'est vraiment brillant parce qu'il y a une vraie remise en question de ce que c'est que le bureau post-télétravail. Tout à fait. Pourquoi on va au bureau ? Et donc, si on n'a pas une expérience sociale au bureau, c'est ça ma conviction. Je sais pas quel est l'intérêt d'y aller. Quelle est la valeur ajoutée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième lieu. Et on est en train d'expérimenter. On reviendra sur ce qu'on fait ensemble. Mais dans le premier lieu, finalement, on est chez nous, Kawa. C'est un café, c'est perçu comme tel. Dans le deuxième, on est dans un immeuble de bureau. Donc, qu'est-ce que ça change en termes de création de liens ? Est-ce qu'on arrive à répliquer ce qu'on a réussi à faire à Daumesnil ? Enfin, c'est vraiment intéressant en termes de questions de recherche. Le troisième lieu, c'est dans un établissement culturel merveilleux qui s'appelle le Lucernaire. Oui. Un théâtre, un cinéma, rive Tout à gauche, fait. Magnifique. rue Notre-Dame-des-Champs, un lieu extraordinaire que je vous recommande sur son théâtre, son cinéma. Et nous, on opère le Kawa du Lucernaire. Donc, on est le café rencontre du Lucernaire, un resto aussi. Super. Et donc là, c'est encore une autre question de recherche. C'est comment, dans un établissement culturel, on joue un rôle autour de c'est quoi la place de la restauration, quelle est la place de la convivialité en complément. Et d'ailleurs, je ne crois pas dire de bêtises en disant que à la fois le Lucernaire et à la fois Kawa sont accompagnés par Ether pour essayer de comprendre la pluridisciplinarité, ou l'interdisciplinarité, pardon, comment ça se croise. Tout à fait. Et il y a 2 autres lieux qui vont arriver d'ici la fin de l'année, un à Lille et un à Marseille. Marseille, c'est les bureaux comme à Daumesnil. Et Lille, la particularité, on rajoute une autre question de recherche finalement, c'est la place de la colocation intergénérationnelle, en fait, d'un lieu de vie au sens logement dans le concept Kawa. Alors, dis-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Où est-ce que vous allez être ? On va être à Oisem, donc on va dire dans le centre de Lille, à 10 minutes de la gare, dans un lieu magnifique qui est une courée historique. Donc, je ne sais pas si tu connais, si nos auditeurs ou nos auditrices connaissent le concept de la courée, mais c'est assez typique du Nord. C'est une espèce d'impasse, en fait, dans lequel, historiquement, il y a des maisons ouvrières à gauche et à droite et une maison de maître au fond. Tout à fait. Ça peut dater, ça, mais aujourd'hui, ça fait un concept dans lequel tu rentres dans l'impasse, pavé, magnifique, et dans lequel, à gauche, tu as une maison pour les juniors, à droite, tu as une maison pour les seniors, et au fond, tu as le, entre guillemets, tiers-lieu, c'est-à-dire le lieu dans lequel il y a le café, les rencontres et les bureaux partagés. En fait, ça fait un triple lieu, et pas un tiers-lieu. Ça fait le lieu où on vit, le lieu où on travaille, et le lieu où on se rencontre. Voilà. Et donc, l'idée, c'est... Et où on échange. Et on échange, exactement. Donc, on essaye de voir, c'est peut-être le modèle ultime, on verra, on essaie de voir dans quelle mesure la multiplicité des usages crée encore plus de liens, encore plus d'impact que si on était juste dans le café d'un côté, le bureau de l'autre. Voilà, c'est ça qu'on essaie d'expérimenter. Sur le plan immobilier, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à développer, parce qu'il faut trouver le bien qui correspond, tout à fait. etc. Donc oui, donc c'est une croissance qui va à sa vitesse, quoi. On aimerait aller vraiment plus vite. On est plutôt de nature impatiente et je pense que, je ne sais pas si on en parlera, mais les défis sociaux qu'on a en face de nous sur la question de la solitude, ils sont massifs. Oui, ils sont massifs. C'est vraiment des grands challenges. C'est pas avec nos 5 lieux qu'on va changer quelque chose, en tout cas quantitativement. Peut-être dans la preuve, oui, mais pas quantitativement. Maintenant, le problème, c'est que l'immobilier qui va en face, il n'est pas facile à trouver. Et là encore, je salue la foncière qui nous accompagne sur l'île, qui est propriétaire et qui a vraiment eu le courage, la prise de risque, l'intelligence, je pense, de confier ce bâtiment à une boîte comme Kawa. C'est étonnant parce qu'on aurait pu se dire, post-Covid, justement, qu'il y avait des lieux qui se libéraient et qui auraient pu être disponibles pour ce genre d'opération, mais finalement, pas tant. Alors, s'il y a des lieux, tu as raison, il y a beaucoup de lieux vacants, et il y a même un peu un drame en cours sur la vacance commerciale de centre-ville. Maintenant, c'est toujours un peu pareil, c'est souvent d'abord des lieux, c'est pas les bons lieux qui sont vacants, et quand même, on reste un commerce, nous, donc en fait, l'emplacement, c'est le sujet numéro 1. Donc même si on te file un lieu gratuitement, en fait, il ne faut pas forcément l'accepter parce que c'est pas sûr que ça marche derrière. La première chose. La deuxième chose, c'est que notamment dans les villes moyennes, qui est vraiment
Le sujet d'après pour moi, pour Kawa, c'est ouvrir des Kawa dans des villes intermédiaires, villes moyennes, qui sont des villes entre 30 et 50 000 habitants, sur lesquelles c'est quand même 15 millions de Français, et une vraie carence d'offres en centre-ville. Le truc, c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui font pas le job. Je suis désolé de le dire, c'est-à-dire qu'ils investissent pas, ils préfèrent garder leurs locaux vacants plutôt que voilà. Donc je pense qu'il y a un peu un sujet de politique publique là. C'est l'incentive ou la contrainte pour un certain nombre de propriétaires qui préfèrent ne pas faire de travaux ou qui laissent leurs locaux vacants. Voilà. Et les collectivités locales, pour pas mal discuter avec elles, ont plutôt du mal à mobiliser ces locaux pour changer la ville, quoi. Oui, je comprends. D'accord. Très intéressant. Donc, on va revenir sur les sujets de recherche. Mais d'ores et déjà, voilà, donc là, tu nous as bien présenté Kawa et son chemin. Et tu sais que moi, j'ai toujours cette première question, parce que c'est pas la première fois que je t'interviewe, tu as fait nos revues avec nous. Mais j'aimerais vraiment en parler dans ce podcast et que ce soit vraiment voilà, les mots viennent de toi oralement. Cette question qui est toujours si particulière et qui, moi, me tient à cœur, qui est vraiment de rejoindre, en fait, finalement, l'engagement sociétal et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire vraiment l'idée de faire des entreprises. Donc, accepter cette notion de faire des bénéfices, puisque c'est la définition même de l'entreprise. Donc, d'être dans une dynamique capitaliste parce que c'est ce dont on a besoin, mais créer des entreprises qui sont engagées et qui ont vraiment, qui se donnent du mal pour ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour tenir cet équilibre ? Et on le sait parce qu'on l'a vécu tous les deux, cette transformation de l'entreprise très progressive. Moi, j'ai eu la chance d'être aux côtés d'entreprises à l'époque comme La Ruche qui dit oui ou des gens comme ça. Et on en a déjà parlé, c'était déjà le début. Et là, aujourd'hui, des entreprises comme la tienne et dans l'ESS de façon générale, voilà, portent cette difficulté quelque part. Parce que c'est pas facile. C'est-à-dire, comme tu dis, vous n'êtes pas subventionné. Vous devez faire des bénéfices, vous êtes des entreprises, vous avez des contraintes capitalistiques fortes, mais pour autant, il y a une volonté de s'engager. Ouais. D'abord, je pense que c'est une tension un peu réductible. Le fait d'avoir un double agenda, c'est-à-dire un agenda social ou sociétal et un agenda économique. Je pense qu'il ne faut pas... jamais oublier que ça reste une tension et que même si ça marche, même si la boîte fonctionne, il y aura toujours une tension entre les deux, quoi. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est OK. Il faut juste être au clair sur la finalité, ce pourquoi on fait les choses. Alors on parle de raison d'être, tout ça, quels que soient les termes qu'on utilise. Oui, la mission. La mission, quels que soient les termes. Pourquoi la boîte existe, et il y a un prof de stratégie que j'aime bien, avec qui je travaille à l'ESSEC, Jérôme Barthélemy, qui dit, mais pourquoi il faudrait regretter que la boîte n'existe plus? C'est ça la raison d'être. C'est une bonne façon, je trouve, de définir les choses. Moi, Kawa, enfin quand je dis moi, c'est pas que moi, c'est tout le monde. On est d'accord pour dire que Kawa, c'est pas là pour faire de la restauration. On n'est pas là pour faire des bureaux, on n'est pas là pour faire des événements. On est là pour aider les gens à rencontrer des gens ou à faire les rencontres dont ils ont besoin pour leur vie dans un monde dans lequel c'est de plus en plus difficile de le faire. Une fois qu'on s'est dit ça, si Kawa gagne bien sa vie, c'est super. Si on gagne très très bien notre vie, c'est super. Si on équilibre, ce sera plus difficile, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'on a été créé. Donc il y a un moment où on va... et évidemment, il faut mesurer ça. Et on a des questionnaires. À un moment, j'espère qu'on pourra financer une mesure d'impact scientifique, ou en tout cas fait par un organisme tiers indépendant, etc. Oui, on y arrivera. Mais en fait, on est tous là. Et d'ailleurs, je me fais engueuler par les équipes quand on dit « Mais Kevin, on n'est pas là pour faire de la restauration ». Sous-entendu, on adore faire ce métier de restauration, c'est un métier de passion, mais on le fait pour une raison, et cette raison, c'est est-ce que les gens se rencontrent plus au Kawa qu'ailleurs ? La preuve, c'est que dans le petit questionnaire qu'on fait chaque année, mais qui a le mérite d'exister, plus de 3/4 des répondants donc au Kawa disent avoir rencontré quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas au Kawa, et quasiment 60% disent avoir amélioré leur vie relationnelle grâce à Kawa. Donc on a un faisceau d'indices par ce questionnaire et par d'autres méthodes aussi qualitatives pour montrer qu'en fait on est dans notre mission, on est dans notre finalité. Voilà. Donc pour moi, pour répondre à ta question, l'engagement,
Moi, la manière dont je le formule, c'est vraiment une question de finalité, de raison d'être, de mission. C'est-à-dire, c'est quoi ta mission sur Terre ? Je suis tout à fait à l'aise avec d'autres entreprises qui ont une mission lucrative. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, chacun choisit sa mission. Là où je suis moins à l'aise, c'est quand on dit on a une mission X et puis en fait on fait Y. Où on dit j'ai ma mission X et je vais me donner l'engagement Y, et puis en fait, il se passe autre chose. Voilà. Oui, ou alors qu'on met des missions un peu, je dirais, juste par avant, mais qu'en réalité, il y a un autre objectif derrière. Mais l'idée, c'est de dire, finalement, je peux aussi gagner beaucoup d'argent avec cette mission, et c'est OK. Et parce que ça va participer de remplir encore plus cette mission. Tu vois, et ça, je trouve que faire rejoindre en fait ces deux environnements qui ont quand même souvent été opposés. C'est très français. Hein. On n'a pas ce sujet dans d'autres pays forcément, mais voilà, de dire voilà, c'est où on est dans l'associatif, donc dans le non lucratif, ou finalement on est dans le lucratif et là on est là pour gagner de l'argent. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a deux cerveaux, hein, donc peut-être c'est pour ça qu'on raisonne comme ça, hein, mais on est très très binaire, c'est très occidental d'ailleurs. L'Orient est beaucoup plus à l'aise dans le fait de mélanger A et non-A, ou une chose et son contraire. La voie du milieu, voilà. Moi, je crois que... Moi, j'aime bien la zone grise, personnellement. Kawa est dans la zone grise. C'est pas la plus facile. Bon, toutes les voies sont peut-être d'ailleurs pas très faciles en ce moment, à vrai dire. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, moi, je crois à la zone grise. Après, il y a quand même un sujet sur lequel il faut pas se tromper. C'est quoi notre positionnement par rapport à l'argent ? Et quand je dis notre positionnement, c'est pas le positionnement de l'entreprise, c'est aussi le positionnement personnel. Moi, je suis quand même très sensible. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel il y a des inégalités massives. C'est pas tenable. De toute façon, moi, je suis convaincu qu'à un moment ou à un autre, c'est déjà en train d'arriver. Hein. On va avoir des vrais sujets. Et donc, c'est quoi notre positionnement personnel ? Je ne parle pas de l'entreprise qui fait des bénéfices. Hein. Je parle de nous, en tant que dirigeants, c'est quoi notre positionnement sur la question de l'enrichissement personnel, en fait. Voilà. Donc, nous, on a pris une décision assez claire, notamment avec mon associé, Alexis, c'est on encadre les salaires. C'est l'agrément ESU, j'ai rien inventé, c'est la loi de 2014. Bien sûr, j'ai rien inventé, voilà, j'ai pris la loi. Donc c'est 10 fois le SMIC. Quoi qu'il se passe dans Kawa, on ne gagnera jamais plus de 10 fois le SMIC. Je ne rentre pas dans les détails, on peut rentrer en détail, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et moi, ça me va. Oui, bien sûr. Et moi, ça me va, parce que 10 fois le SMIC, c'est déjà pas mal. J'ai rien contre, encore une fois, les gens qui veulent gagner plus d'argent, et je le respecte. Je trouve que moi, je viens d'une famille où j'ai plutôt de la chance, donc c'est aussi peut-être pour ça. Oui, voilà, donc moi, je juge personne. Non, surtout que, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne une doctrine. C'est-à-dire que vraiment, chacun doit faire... Moi, j'impose ça à personne. Tout à fait. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est quand même compliqué de rechercher une utilité sociale de manière principale, et de ne pas se positionner sur l'enrichissement personnel des personnes autour de cette entreprise. Mais au-delà de ça, ce que je crois aujourd'hui, et c'est ça que je ressens, j'entends ce que tu dis, et voilà, j'ai un positionnement qui est différent, mais pas profondément différent. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de se dire, en ayant des entreprises riches, et qui s'engagent véritablement, mais pas pour de faux, en fait, pas juste pour enrichir effectivement ses dirigeants. Là, je suis d'accord avec toi sur ce sujet, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est pas très différent en réalité. Mais en ayant des entreprises riches et en l'assumant, on aura peut-être aussi demain finalement moins d'inégalités. Oui. Parce que ce n'est plus le rôle de l'État et du monde associatif finalement de faire ce travail. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens sont aussi plus heureux, comme tu dis, c'est aussi qu'eux-mêmes s'enrichissent, c'est aussi que voilà. Et ça, c'est plus le rôle de l'entreprise qui va embaucher, qui va plus embaucher, etc., que le rôle de l'État aujourd'hui. On voit bien que le désengagement est fort. En fait, la politique, c'est pas le sujet. Mais c'est important parce que je sais que pour toi, c'est un sujet clé et pas forcément évident chez Kawa. Oui. Non, mais moi, je pense que c'est important de parler d'argent et que la création de valeur... en fait, moi, et d'ailleurs, je pense que je change aussi au fur et à mesure du temps. Je vois bien que, par exemple, un lieu, c'est des investissements, mais c'est aussi pas seulement d'investissement au démarrage. C'est aussi un renouvellement du matériel. Il faut faire tout le temps changer sa carte. Et donc, tout ça... faire en sorte que les gens soient confortables. Je parle des salariés dans leur vie perso. On vit à Paris, c'est compliqué de se loger. Et c'est vrai que plus ça avance, plus je suis frappé du fait qu'il faut que la Kawa, on soit plus profitable que ce qu'on l'est. Hein.
Parce que, tout simplement, c'est comme ça qu'on va pouvoir réinvestir, payer les salaires, faire en sorte que les gens soient mieux payés, etc. Donc, c'est vrai que ça me frappe, ça. Et je pense que c'est un peu un tabou, c'est quelque chose... L'argent, en fait, c'est un sujet sur lequel on n'est pas hyper à l'aise. Alors, peut-être en général, de par une forme de culture judéo-chrétienne. J'en sais rien. En tout cas, dans l'ESS, c'est pas évident. Et même moi, à titre personnel, c'est vrai que je varie, j'oscille, je me cherche sur ce sujet. Mais ma conviction aujourd'hui grandissante, c'est que, c'est un peu ce que disait Nietzsche, soyez brigands de toutes les valeurs pour pouvoir les redonner au monde. Il appelait ça l'égoïsme sacré. Et c'est vrai que je trouve que il faut quand même gagner de l'argent pour pouvoir l'investir et pouvoir développer, etc. C'est un basique de la société. Alors peut-être capitaliste, j'en sais rien. Nous, on est une société de capitaux, hein, donc voilà, on n'est pas une asso. On n'est pas une société de personnes, une société de capital. Mais je pense qu'on a vraiment besoin, effectivement, de créer de la valeur pour pouvoir la réinvestir. Mais c'est pour ça que... Et la redistribuer, quelle que soit la façon dont tu la redistribues. Exactement. Et après, il y a un sujet de redistribution et de clarification. Mais ça peut être embaucher plus de monde, ça peut être... tu vois ce que je veux dire, tu ne peux pas forcément payer les dirigeants. Pourquoi pas ? Parce qu'un bon dirigeant qui est aussi correctement payé est encore un meilleur dirigeant, je veux dire. Mais il faut que tout le monde soit confortable. Et cette valeur, en fait, l'entreprise redistribue de la valeur. Elle peut le faire auprès de ses fournisseurs, en choisissant des fournisseurs plus près, plus chers, et effectivement auprès de ses salariés, qui est la première source de redistribution de la valeur de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place dans nos statuts un comité des parties prenantes, qui s'est réuni il n'y a pas longtemps, qui est un genre de conseil de surveillance, dans lequel on est hyper transparent sur ce qui se passe dans Kawa, évidemment le respect de l'agrément ESUS, ça c'est une chose, mais aussi les comptes, et voilà. Et quand tu es partie prenante, tu vois, typiquement fournisseur, c'est un très bon point. Nous, quand on fait de la bouffe, tu peux aller... tu peux aller à plein d'endroits différents. Voilà, donc nous, on a des gens qui vendent de la bière juste à côté de nous à 3,50 €, machin, je sais plus quoi, la pinte et tout ça. Et nous, on ne sait pas faire ça avec les producteurs et les gens qu'on a sourcés. C'est ça. On n'y arrivera jamais. Mais... Ce qui est difficile, c'est que les consommateurs sont contradictoires. Ils nous demandent, ils ont des injonctions contradictoires à nos égards. Tu as vu l'ouverture de Chine hier ? Voilà. On en parle. Prix bas et machin. Et en fait, on n'est pas magicien, quoi. Il y a un moment où... et donc, la question du prix... Nous, c'est un truc, c'est une prise de tête continuelle depuis que Kawa existe. C'est quoi le bon pricing ? C'est quoi la bonne tarification ? Est-ce qu'on est au milieu ? Est-ce qu'on fait une offre basse d'un côté ou de l'autre ? Bien sûr. Mais c'est un vrai travail au quotidien. Et puis c'est pareil, si tu veux que les gens viennent, même si les conditions sont réunies, qu'il y a des événements, etc., il faut quand même qu'ils mangent correctement, il faut qu'ils soient bien assis. Donc c'est de l'investissement, tout ça. Hein. Ça demande... C'est sûr. Et après, c'est intéressant, je disais qu'on n'avait pas de subvention... c'est pas tout à fait vrai, on en a de façon très minoritaire, mais par exemple, on a eu une subvention de la Fondation Cronenbourg récemment. Ah oui, très bien. Ouais, et c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y avait 600 000 cafés il y a un siècle, il n'y en a plus que 34 000. Ah oui. C'est quand même une disparition massive, hein, et c'est pas fini, je pense, parce que la prochaine étape, c'est les bistrots qui ferment. C'est dommage. C'est bien les bistrots. C'est quand même dommage. Voilà un vrai sujet pour une boîte comme Cronenbourg, évidemment. Bien sûr. Donc elle est obligée bien sûr. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est une boîte qui, du coup, dans ses fondamentaux économiques, souffre d'un vrai sujet sociétal et donc crée une fondation et soutient des initiatives comme Kawa. Et on voit que là, les choses sont complexes et qu'il y a plein de modalités et que cette zone grise dont je parlais tout à l'heure, tout à fait, il faut... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment important d'y rentrer. C'est pas juste d'un côté, on gagne beaucoup d'argent sur des business très lucratifs, et puis on va faire des fondations de l'autre côté, machin. C'est ça. Le truc est plus complexe que ça. C'est ça. Et je crois que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je vais en parler avec toi, parce que je sais que c'est des sujets sur lesquels on est un peu connectés. On est vraiment, je crois, à cette croisée de monde où ça va changer, où vraiment on passe de l'idée que soit on est dans l'extra lucratif et donc de l'enrichissement pur, très capitalistique, ou soit on est effectivement dans ce monde non lucratif, mais les deux se sont rejoints, mais ça fait un moment qu'ils se sont rejoints. Mais là, on est en train de passer un cap où ça va être de plus en plus la normalité, la norme, et je pense que les choses vont changer dans le bon sens. Hein. On voit toujours le pire parce qu'on est abreuvé d'informations négatives toute la journée, mais je pense que sur le terrain entrepreneurial, on voit des initiatives quand même qui sont de plus en plus intéressantes, et même comme tu le dis par rapport à Cronenbourg, sur des boîtes plus importantes qui réalisent qu'effectivement
finalement, faut prendre soin, quoi. Moi, je suis très reconnaissant de cette fondation. Honnêtement, nous, on est vraiment c'est à 1 000 € près, quoi. C'est vraiment, c'est chaud. Donc voilà, avoir une subvention, pour nous, c'est très important. Je pense que là où, si tu veux, il y a un sujet, mais on va pas faire de politique, c'est l'absence de corrélation entre l'utilité sociale et la rémunération. Moi, j'étais instituteur. Oui, tout à fait, là aussi. Et quand j'écris un petit bouquin à la fin de cette expérience... C'est vrai, j'avais oublié. Voilà, j'ai écrit un bouquin. Et à un moment, dans le bouquin, je dis c'est quand même bizarre qu'il y a une corrélation négative entre l'utilité sociale des métiers et la rémunération. C'est-à-dire que tu prends des infirmières, tu prends les auxiliaires de vie, qui est un sujet hyper important, seniors notamment. Tous ces métiers du care, justement, que j'ai beaucoup étudié dans ma thèse, c'est les métiers les moins payés aujourd'hui, dans notre échelle de valeur. Et les métiers liés à la finance, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans la finance. J'en connais plein, et il y en a plein qui sont sympathiques et qui font des choses très bien dans leur job, mais de manière systémique, on crée de la valeur, on crée beaucoup plus de valeur personnelle et entrepreneuriale sur des métiers qui ne sont pas liés directement, en tout cas, à une utilité sociale. Donc, je pense qu'il ne faut pas incriminer forcément les entreprises, il ne faut pas incriminer les personnes, même si on pourrait se remettre en question. Mais il y a quand même un truc à noter là, de mon point de vue, qui dysfonctionne. Tout à fait. Mais parce qu'à mon sens, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses qui sont portées par l'État et qu'effectivement, si ça revient entre les mains d'entreprises, de façon cohérente, elles n'auront pas d'autre choix finalement que de réévaluer, de rehausser ses salaires. Parce que si l'entreprise porte ses projets, elle devra de fait... Vaste débat, Clarisse. Vaste débat. Bon, on ne va pas l'avoir aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est sur vos projets et vos difficultés de recherche chez Kawa. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets. Ça fait un moment qu'on a la chance d'échanger sur ces sujets chez Kawa. Tu parlais tout à l'heure de difficultés. C'est ce qu'on nous on appelle le verrou, le verrou scientifique. Que peux-tu nous dire là-dessus ? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? Qu'est-ce que vous avez essayé de dépasser, réussi à dépasser ou pas ? Et en tout cas, quelle est la démarche qui est la vôtre chez Kawa ? Oui. Bon, la démarche, c'est vraiment une démarche hypothético-déductive, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'on pose une hypothèse, puis on la teste et on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Les verrous qu'on a, c'est lié vraiment au sujet, c'est-à-dire, dans un monde de solitude, comment on fait pour recréer du lien dans une approche, on va dire, de care, c'est-à-dire dans lequel il y a une forme d'empathie, d'attention à l'autre, y compris dans sa vulnérabilité. En fait, c'est vraiment très, très dur. C'est vraiment très, très dur parce que c'est très contre-culturel, en fait. C'est pas la société qu'on est en train de créer, c'est pas ce qu'on valorise, notamment dans nos réseaux sociaux préférés, une forme de marketing de soi, dans lequel on valorise toujours ce qui est la bonne partie de nous-mêmes. On communique assez peu sur la partie vulnérable. C'est pas ce qu'on met en... C'est pas vendeur. Ouais, c'est pas vendeur. Et puis, on va faire un peu les entreprises avec leurs vêtements ou leurs fringues font pareil. C'est pas que c'est mal cousu. Voilà. Donc, on va pas trop parler de ce qui marche pas, on va plutôt parler de ce qui marche. Et on fait un peu comme s'il n'y avait pas un sujet de solitude, qui est pourtant un sujet massif. Donc nous, on essaye de craquer ce sujet-là. Donc c'est vraiment notre verrou, par une boîte qui, encore une fois, n'est pas une boîte financée par la puissance publique ou par massivement, indépendamment de quelques cas particuliers comme la Fondation Cornement, mais en tout cas, il faut le modèle économique. Et donc typiquement... si je vais vraiment que sur... et je prends l'exemple du soir. En fait, on a beaucoup d'événements le soir. Et donc, les événements le soir, on accueille gratuitement des événements organisés par des personnes. À partir du moment où c'est gratuit, l'événement lui-même est gratuit, ouvert au public. Et que ça rentre, on va dire, dans une approche un peu sociétale ou de création de liens. Le truc, c'est que, en fait, et on dit aux gens, merci de consommer un minimum parce que sinon on vit pas. Bon, en fait, les gens, ils viennent, ils ont bouffé avant et ils prennent leur consommation parce qu'ils ont compris qu'il fallait le faire, mais ils prennent la boisson maison, donc on va dire le bissop ou la citronnade, 2,50 € ou 3 €, et en fait, on gagne pas notre vie. Et donc, le verrou
en tout cas, un des verrous, une des difficultés, c'est comment on craque ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on augmente nos prix, on perd les gens. On n'augmente pas nos prix, on ne gagne pas notre vie. Et comment on arrive à imbriquer, finalement, même y compris dans la sémantique, dans le marketing, comment on parle de ce qu'on fait de manière simple pour que les gens comprennent qu'il y a à la fois à bouffer, à boire et se rencontrer, qu'on est à la fois une boîte, mais qu'en fait, on est social. Et en fait, c'est super dur pour les gens de comprendre. Ils disent, ah oui, donc vous êtes une asso ou un café associatif. Ah non, pas tout à fait. Ah bah, vous êtes une entreprise. Bah non, on n'est pas une... Donc la zone grise, toujours. Toujours, voilà. ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on monétise ça. C'est-à-dire qu'il faut que le soir, le panier moyen, en fait, on l'augmente. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mm-hmm. Et donc ça, c'est typiquement en 2025, ce qu'on est en train de mettre dans notre dossier et de documenter, c'est sur la bouffe, notamment, parce que c'est un peu la clé pour nous de la monétisation du lien, c'est comment on trouve le bon curseur. On a mis, par exemple, en place cette année une nouveauté à déjeuner, c'est le plat à partager à 8,50 €. Donc, tu viens au Kawa et tu as deux options. Soit tu veux être tranquille et tu veux discuter avec Clarisse et débriefer de l'excellent podcast Nesma de la veille, et tu vas te mettre à une table et tu vas payer ton assiette, voilà, etc. Soit tu te mets à la table à partager avec un plat à partager, et donc là, ça va être par exemple des lasagnes végé, on va poser, et ça va être 8,50 €, donc moins cher que si tu te mets seul. Et il y a une espèce de contrepartie autour mais en même temps, tu t'assieds avec des gens que tu ne connais pas forcément et tu vas créer du lien. Voilà. Donc on essaye de trouver des curseurs comme ça, une espèce de trade-off, d'arbitrage entre valeurs sociales, machin. Mais c'est sûr que si on vend que des plats à partager 8,50 €, on n'y arrivera pas. Et puis, il faut donner une forme de liberté pour les gens qui n'ont pas envie de discuter avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà. Les gens qui viennent au Kawa, c'est quel type de personnes aujourd'hui ? On a fait un certain nombre de questions autour de ça dans le questionnaire que j'évoquais tout à l'heure. On est sur une population mixée en termes d'âge, c'est-à-dire, on va dire un quart de junior, un quart de senior et la moitié au milieu. 25-45. Voilà, exactement. Tu mets les seniors à partir de quel âge ? Ouais, c'est toujours la question. Moi, on est senior ou on n'est pas senior ? Moi, je vais avoir 50 ans, je vais être senior. Donc, pareil, c'est 50 ans et plus. 50 ans aussi. 50 ans et plus, donc c'est... Voilà. On peut discuter, hein, mais en tout cas, on a pris ça comme critère. Mm-hmm. On a... alors, sur la question de la solitude, c'est intéressant. On a mesuré, effectivement... Les gens qui sont seuls, plus ou moins seuls. Alors, c'est pas facile parce que les gens ne disent jamais quand ils sont seuls. Et oui, voilà. Ça c'est vraiment un sujet. Ouais, hein. Ouais. C'est pas du tout quelque chose qu'on revendique. Donc on a un tiers de gens qu'on peut considérer comme étant seuls au Kawa. Oui, Et c'est pas très loin de ce qui se passe dans la société. Ah oui, c'est vrai. Et alors que ça, tu as des études. Oui, il y a plein de sondages et d'études. Plein de sondages, d'accord. Mais en gros, quand on dit seul, parce que pour moi, la solitude c'est plus un ressenti qu'une réalité pratique. Parce que tu peux être très entouré et te sentir seul. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Tout à fait. Il y a trois manières de conceptualiser la solitude. Il y a solitude subjective, je me sens seul. C'est ça. Solitude objective, je suis objectivement seul. D'accord. Peut-on être seul à Paris ? Ouais. Bah, en fait, et alors la troisième, j'y viens, c'est tu vis seul. Tu vis seul. Et en fait, il faut savoir déjà une chose qui est quand même sidérante, et je suis quand même tout à fait étonné qu'on n'en parle pas plus, c'est que plus la moitié des gens vivent seuls à Paris, et dans toutes les métropoles françaises, c'est la même chose, il y a une corrélation directe. J'ai pris les 36 000 communes de France, et j'ai pris le pourcentage des gens qui vivent seuls. Il y a une corrélation directe entre la taille de la commune dans laquelle vous habitez et le pourcentage des gens qui vivent seuls. Donc, plus on crée des métropoles, plus les gens vivent seuls. Okay. D'accord. Et alors, c'est pas parce que tu vis seul que tu te sens seul ou que tu es seul, mais il y a quand même un lien entre les deux. Et en fait, si tu veux, par rapport au problème du logement aujourd'hui... C'est quand même surprenant. Et c'est pour ça qu'on vient sur la question de la colocation. C'est que la question de la solitude ou de l'isolement relationnel, il est quand même directement lié au fait que de plus en plus, on vit seul. Ça veut dire qu'on ne vit plus avec ses aïeux, avec ses parents, voire avec ses grands-parents. Les étudiants, ils partent parce que mobilité urbaine, parce que mobilité liée aux études, etc., etc. Et donc, si tu veux, il y a donc ces trois solitudes. Subjective, je me sens seul. Objective, je suis effectivement seul. Je ne vois personne. Il y a 11 millions de personnes en France
qui ne parlent à personne, qui ont moins de 3 conversations personnelles par an. Et, Vraiment ? Ouais, 11 millions de personnes. Je suis très étonnée. La Fondation de France. D'accord. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais moi, je le dis comme ça parce que c'est la façon la plus simple de comprendre. Il y a 11 millions de personnes en France qui ne parlent à personne. Et c'est pas que des seniors. Faut pas. Oui, non, beaucoup de seniors. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus, mais c'est très. Voilà, donc c'est massif. C'est énorme, c'est massif, voilà, c'est ça. Mais quand on sait qu'il y a la moitié des personnes, en gros, dans les grandes métropoles qui vivent seules. Mais c'est-à-dire déjà, il faut avoir les moyens. De vivre seul à Paris. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Ça veut dire que c'est quand même des gens qui ont une vie sociale forcément, puisqu'ils ont un travail. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, pour vivre seul à Paris, il faut quand même gagner sa vie. Donc, tu as forcément un travail, donc tu rencontres forcément des gens. Pas forcément. Oui, c'est intéressant ton raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je sais pas, le loyer. Non, mais j'avais pas vu les choses comme ça. Donc ça, je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai pas fait. Effectivement, il y a un sujet de loyer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène, en tout cas social, qui est très puissant, qui est rester à la maison, rester chez soi, et donc rester seul, puisque de plus en plus de gens vivent seuls. Donc, ne pas aller au café, ne pas aller au resto, merci Deliveroo, ne pas aller au cinéma, merci Netflix. Le théâtre, c'est plus compliqué de le remplacer dans sa maison. Et c'est pour ça que c'est super que le Lucernaire fasse ce qu'il fait, et que le spectacle vivant. Mais donc, il y a quand même un truc aussi autour de mon cocon à moi, ma bulle de protection chez moi. Et comme cette bulle, elle est de plus en plus en elle-même isolée. Parce que pas multigénérationnelle, parce que séparation, parce que divorce, voilà. Ça crée de la solitude. Donc, effectivement, tu as raison, la solitude est multifactorielle. Donc, moi, je parlais du sentiment de solitude tout à l'heure. En gros, il y a entre 30 et 40% des Français qui disent se sentir seuls. On peut rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est ça. Et c'est à peu près ce qu'on observe au Kawa. C'est à peu près voilà. C'est d'autant plus étonnant que je fais un parallèle qui n'a rien à voir, mais pardon, mais c'est le but du podcast, c'est de discuter. J'ai regardé un reportage sur la folle histoire du Club Med et ça m'amusait parce que c'est toute l'histoire, tu sais, à post-congé payé, de comment finalement le Club Med, avec ses cases, avec son système, où c'est vraiment pour se rencontrer, c'était plutôt des gens seuls. Et au final, ce que je constate, c'est qu'ils ont complètement changé de stratégie alors qu'on n'a jamais eu autant de gens seuls. Et donc ces clubs de vacances qui étaient vraiment la solution pour ont disparu en fait de la carte. Donc voilà, ça c'est étonnant parce que des fois tu te demandes comment, tu vois, c'est peut-être très dur finalement d'avoir un modèle économique autour de ça, j'en sais rien. En fait, moi, je pense... Est-ce que la personne seule est-elle rentable ? Non. Voilà, c'est ça la question. Non, mais c'est un très bon point. Je vais parler d'un autre exemple qui est intéressant, mais globalement, le problème de Kawa depuis qu'on existe, qui d'ailleurs était une association au démarrage, qui est devenue une entreprise par une nécessité économique, c'est que personne ne valorise le lien. Oui, c'est ça. Au sens économique du terme. Donc la monétisation du lien social, de mon point de vue aujourd'hui, j'en connais qu'une, c'est la bouffe et la boisson. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait de la restauration. Voilà, t'as beau tourner autour du pot, t'as historiquement beaucoup l'alcool. Le sport, non ? Oui, mais... Alors t'as raison, le sport, c'est un très bon point. Je me suis mis à aller dans des salles de sport, là, récemment, parce que mon fils m'entraîne là-dedans, donc c'est intéressant sociologiquement. Oui, c'est toujours... en dehors du fait que ça fait du bien au corps, probablement, mais c'est quand même marrant, parce que quand tu y réfléchis, au lieu de faire ton truc chez toi, tu vas à la salle de sport, mais quasiment tout le monde est avec un... Oui, c'est vrai, de plus en plus. C'est vachement intéressant. Donc en fait, c'est Cheryl Turkle, une anthropologue américaine, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle « Seul ensemble », et en anglais « Connected but alone ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous construisons une société dans laquelle, comme on est un être humain, qu'on a le cerveau qu'on a, on a besoin d'être lié, sinon on tombe malade, ça on le sait scientifiquement, la solitude tue plus que l'obésité, l'alcool, le tabac, c'est un poison pour l'être humain, il y a une épidémie de solitude, dramatique, pandémie de solitude, vraiment. Mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, on ne le monétise pas, on ne le valorise pas, on n'en parle pas, et on fait comme si de rien n'était, quoi. D'autant que je trouve qu'à Paris en particulier, alors c'est très étonnant ce que tu dis, mais à Paris en particulier, on a plutôt l'impression que les gens vont chercher la solitude, parce que justement, on est tellement
pris dans le monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à titre personnel. Je veux dire, vraiment, je vis vraiment dans un environnement très social et je vais chercher de la solitude. Ouais. Donc, même quand je pars, quand je m'éloigne, c'est pour être seul. Et donc, on ne va pas aller vers les gens parce qu'on ne sait pas, finalement, s'ils sont seuls ou s'ils veulent être seuls. Tu vois ? C'est ça aussi la difficulté. Oui, mais en fait, il y a une tension entre la densité sociale urbaine, en fait, la proximité des autres, dans le métro, etc., donc des grandes villes comme Paris, et la distance sociale. Plus la densité est importante, plus la distance sociale est forte. Quand quelqu'un te parle dans le métro à Paris, alors en plus les Français ils sont particuliers là-dessus, tu te dis forcément mais qu'est-ce qu'il me veut Qui est cette personne? Forcément, donc ça va être voilà. C'est ça. Donc, alors que dans un village ou dans des territoires dans lesquels il y a une moins grande densité, c'est beaucoup plus spontané et naturel. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est lié quand même à notre géographie, en fait, territoriale. C'est-à-dire qu'on a décidé tous collectivement de s'agglutiner dans des métropoles et que ça génère... de la solitude. Ouais, vraiment. Alors donc, pour revenir... D'où le fait, qu'il y a un sujet de logement, et c'est pour ça qu'à Lille, on teste ce truc-là, parce que tu ne peux pas pas t'intéresser à ce sujet du logement. Quoi. Donc chez Kawa, finalement, vous avez donc une population finalement variée, assez variée, donc junior, senior et finalement les 25-50 ans tout aussi représentés. Ouais, c'est assez équilibré sur ces 3 tranches d'âge? C'est un quart junior, un quart senior et le reste... La moitié, d'accord, donc voilà. C'est équilibré. OK. Et donc le nombre de personnes... Enfin, est-ce que tous les gens qui viennent chez Kawa sont des personnes seules? Non, je ne pense pas. Donc c'est un tiers seulement. Un tiers seulement. Ce que je te disais, oui, d'accord, mais que tu considères vraiment comme seul, mais que tu ne sais pas vraiment. En fait. Alors, en fait, ce qu'on a... Et les gens viennent en groupe aussi? Alors, c'était ça plutôt. Alors oui, c'est très intéressant effectivement. Les gens viennent en groupe et pour le coup, je m'en rends compte de plus en plus, un des piliers de notre modèle économique, c'est puisqu'on permet aux gens de privatiser l'espace, on permet aux gens de faire des réservations de groupe. Donc en fait, on permet à des communautés ou des groupes déjà constitués, de se réunir. C'est ça. Et là, il y a une notion intéressante sur le plan de la sociologie, c'est lien faible, lien fort. C'est Mark Granovetter, un sociologue américain, qui met en lumière cette distinction entre lien faible et lien fort, et sur le fait que la meilleure façon de trouver un job ou de réussir, on va dire, sa vie professionnelle, c'est d'aller chercher des liens faibles, c'est-à-dire des gens que tu ne connais pas bien, qui ne font pas partie de ton premier cercle. Et ça, c'est LinkedIn. Il suffit d'utiliser LinkedIn pour comprendre la force du truc. Quoi. Si tu vas aller voir dans le réseau de l'autre et machin. Sauf qu'en fait, les liens forts, c'est ce qui te rend heureux et en bonne santé. C'est pas les liens faibles, c'est les liens forts. Donc c'est les gens avec qui tu as une intensité d'engagement, avec qui tu peux être toi-même, c'est-à-dire au sens vulnérable, fragile, etc. Et donc tout ça, je dis ça pourquoi ? C'est parce que au Kawa, c'est aussi intéressant d'accueillir des groupes déjà constitués, parce que ça leur permet de remettre de l'énergie dans ces liens forts, qui sont des liens professionnels, qui peuvent être des liens amicaux. On va accueillir un Noël familial, par exemple. Tu vois, c'est vraiment intéressant et important de permettre à ces liens forts de... Voilà. Et d'ailleurs, au Kawa, en fait, on a beaucoup d'habitués, et il y a une corrélation entre l'impact de Kawa et le temps que les gens passent au Kawa. Tout à fait. C'est amusant ce que tu dis, parce que nous, ça fait partie de nos réflexions aussi. Hein. On a tous des réflexions par rapport à cette question du lien. Et tu vois, on autorise assez facilement le télétravail, etc., parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Mais on a décidé de mettre en place, et j'espère pouvoir le faire dès 2026, des moments plus importants où vraiment on se contraint à venir tous ensemble, à se voir davantage pour recréer vraiment ce lien fort, mais collectivement, tu vois. Alors, ça n'oblige pas tout le monde à s'entendre avec tout le monde, c'est pas la question. Non, mais au moins, on est ensemble, comme tu dis, pour nourrir le lien collectif. Ouais. Parce que finalement, c'est pas avec Slack qu'on y arrive, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que c'est pratique Slack, mais on voit bien, et on se l'est dit d'ailleurs, que parfois, on peut avoir des conflits parce qu'on est via Slack et pas, tout à fait. Et pas en direct. Et puis, tu lèves pas la tête, tu sollicites pas aussi facilement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que voilà, recréer des moments, c'est important aussi. Et après, ça me fait penser à autre chose. Tu disais, on n'est pas forcément obligé de s'entendre avec tout le monde et de voir tout le monde. Il y a quand même aussi un phénomène très important, qui est un des paris de Kawa et des cafés en général, c'est que
on essaie de créer des espaces dans lesquels on va pouvoir débattre et échanger, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés ou qui sont différents de nous, au sens diversité sociologique, mais aussi convictionnelle, etc. Et ça, c'est un des grands enjeux de notre monde aujourd'hui, c'est la polarisation générée par les bulles de filtrage, c'est-à-dire les algorithmes des plateformes qui nous polarisent. Ça, c'est écrit scientifiquement, on le sait aujourd'hui, on le voit dans les élections. C'est que plus on reste dans la même bulle de préférence que te pousse Facebook ou autre machin, plus tu vas te renforcer dans tes convictions, tes préférences, et plus tu vas t'éloigner des autres. C'est ça. Et donc, il faut trouver des espaces dans lesquels on continue à discuter, à dialoguer. Et moi, ma conviction, pas que la mienne, c'est que Kawa, ou en tout cas les cafés, ont ce rôle-là. D'où le fait qu'on a créé récemment, et on va l'annoncer officiellement, mais donc je le dis par ce podcast, une association qui s'appelle Europa Café. Et Europa Café, l'idée, c'est promouvoir le rôle des cafés pour le lien social, mais aussi pour la démocratie. Tout à fait. Débattre au café, le café du commerce. Et tout à fait, mais voilà, mieux ça que de s'insulter sur Twitter, tout à fait. Et le mouvement des Gilets jaunes... X, on dit maintenant. Ouais. Je suis boomer. Je m'en suis jamais trop servi, mais le mouvement des Gilets jaunes, il est expliqué dans les études qui ont été faites par le Conseil d'analyse économique, principalement par la disparition du dernier commerce de proximité. Quand un territoire perd son dernier supérette ou café, il y a beaucoup plus de chances à l'époque d'avoir un mouvement Gilets jaunes. Donc c'est bien qu'il y a une relation entre politique, discussion, débat, engagement citoyen et café. Oui, tout à fait. Non, mais la polarisation, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, même si, encore une fois, on n'est pas vraiment sur le sujet, mais c'est une des difficultés que vous avez et que toute entreprise a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on radicalise ses opinions de façon extrêmement violente, sauf que la société, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, mais la société, l'entreprise aussi, c'est un bien commun. Et donc, on doit s'éloigner de ses convictions pour servir le bien commun. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de les avoir, mais ce n'est pas l'endroit, ni le lieu, si je puis dire, pour les exprimer. Et ça devient compliqué, je trouve, parce que la jeunesse aujourd'hui, enfin la jeunesse, pas que la jeunesse d'ailleurs, mais les gens, de façon générale, cherchent finalement à s'individualiser, et notamment par leurs opinions. Et en réalité, oui, c'est bien, mais en dehors des lieux où il y a un projet commun. Et dans la société et dans l'entreprise, on est face à un projet commun. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et ce serait mieux, effectivement, qu'il y ait des lieux plus adaptés pour exprimer ses opinions. C'est le rôle historique des tiers-lieux. Exactement. Enfin, des cafés, parce que moi, tiers-lieux, en tout cas, en France et dans beaucoup de pays européens, c'est les cafés. Et d'ailleurs, on en parle avec Antoine Buret, qui est un sociologue spécialiste des tiers-lieux, avec qui on avance sur cette association Europa Café. Et lui, il montre, en tout cas, il documente, et il m'a expliqué le fait que quand une société, quand un pays bascule dans la dictature ou une forme de dictature, très souvent, alors soit il ferme les cafés, ça s'est vu en Syrie d'ailleurs, soit il met des espions dans les cafés pour écouter ce que les gens disent. C'est quand même vachement intéressant. C'est hyper intéressant. C'est que le café est un lieu, par définition, entre guillemets, révolutionnaire, au sens où c'est là que se fomentent toutes sortes de révolutions. Alors, sans, encore une fois, faire de politique. Mais, non, mais c'est ça, de toute façon, c'est le but. Mais en fait, on a besoin, et c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, il y a des lieux où c'est pas trop le sujet, quoi. L'entreprise, elle est plutôt neutre sur ces questions-là. On va pas faire de politique. Et puis on s'efface un peu individuellement face à un projet commun. On est obligé. Ça ne veut pas dire qu'on n'en pense pas moins, mais c'est pas le lieu pour l'exprimer. Mais il faut un lieu pour l'exprimer. Il faut un lieu. Et aujourd'hui, du coup, en l'absence de ces lieux adaptés, ou de la liberté de le faire dans ces lieux adaptés avec des gens que tu connais pas, eh bien, tu le fais dans des lieux inadaptés. Ou sur les réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'as que cet endroit et tu te lâches. Parce que personne ne sait qui tu es. Donc voilà. Non, mais tout à fait. C'est très intéressant. Et cette disparition des bistrots, je ne sais pas forcément le sujet, mais ça m'intéresse énormément. C'est lié à quoi? Alors il y a plein de facteurs. Donc c'est Antoine Buret là, qui pourrait en parler mieux que moi. Il y a plein de raisons. D'abord, il y a l'exode rural. Donc, on en revient toujours à cette question de géographie. C'est vraiment intéressant et je crois qu'il ne faut pas oublier l'importance de ce qui se passe dans les territoires et dans la géographie.
une grosse partie des 600 000 cafés qui ont disparu sont quand même des cafés qui étaient dans les villages. Et donc un café meurt, le village meurt, et voilà. Après, il y a d'autres sujets liés à la consommation. Il y a moins de différence, je pense, entre le café, historiquement en tout cas, qu'on boit au café et ce qu'on peut avoir chez soi, notamment capsules et autres manières de faire. Il y a maintenant des machines avec des grains, etc. Oui, donc il y a moins de différence, je pense, il me semble, entre ce qu'on consomme à la maison et ce qu'on consomme au café. Alors même que la boisson, le café, explose. C'est l'or noir, comme on dit. Oui. Et l'Europe est le premier marché mondial du café. Les gens boivent de café, de plus en plus de café, sont dingues de café, etc. Je ne bois pas de café, moi. Donc. Ouais. Et d'où le succès de Starbucks et de ce qu'on appelle les coffee shops. Oui. C'est-à-dire... Ah, mais c'est vrai qu'il y en a partout, des coffee shops. Et pourquoi ? Parce qu'ils réinventent justement l'intérêt d'aller au café. Parce que tu vas avoir un super latte, parce que tu vas avoir un latte lait d'avoine, parce que tu vas avoir ton matcha bidule chouette, avec du lait de soja, un petit truc machin. Donc tu vas retrouver quelque chose qu'un barista, c'est le terme qu'on utilise, c'est intéressant, qu'un barista va pouvoir faire que tu ne pourras ou tu ne sauras pas faire à la maison parce que tu n'as pas la machine, tu n'as pas la compétence, tu n'as pas le bon grain de café, etc. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que les coffee shops émergent pour justement redonner de la valeur au fait d'aller au café et pas de rester chez soi. Et après, il y a d'autres phénomènes que donc Antoine m'a expliqué, c'est que le café est plutôt un club masculin à la base. C'est plutôt un lieu dans lequel qui est fréquenté par les hommes, dans lequel l'alcool d'ailleurs tient un rôle très important historiquement. L'alcool, on en boit de moins en moins, et c'est tant mieux. D'accord. On boit de moins en moins d'alcool. L'alcool baisse, et en tout cas la consommation d'alcool, on le voit même à l'heure du déjeuner, par exemple, a considérablement baissé. D'accord. Vraiment. D'accord. Ça, c'est un énorme problème pour les bistrots et les cafés, parce qu'une grosse partie du modèle économique repose sur l'alcool. Mm-hmm. C'est plus rentable, l'alcool, que de servir des assiettes. Et du café, c'est certain. Le café, c'est très rentable. Ah, le café, très rentable. Enfin, ça dépend pour qui, mais ça dépend à quel prix tu le vends. Oui. Mais Starbucks... Ah oui, non, bien sûr. Oui. Ouais, mais c'est vrai, le business du café est très rentable. C'est pas pour rien qu'ils l'ont fait, d'ailleurs. Donc, le café est un vrai moyen de remplacer l'alcool dans ce côté marge brute, clairement. Faire la bouffe, c'est beaucoup moins rentable, beaucoup plus compliqué. Donc, il y a ça. Et puis, ouvrir un coffee shop ne nécessite pas de licence 4. Exactement. Donc, tu as la baisse de l'alcool et puis cette difficulté à retrouver la sociologie historique qui était, je t'ai dit, très masculine, qui aujourd'hui se mixe, qui est plutôt une bonne nouvelle de mon point de vue. Oui, bien sûr. Mais en fait, du coup, il y a une partie de la clientèle qui n'y va plus et qui va ailleurs. Salles de sport, d'autres usages. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc c'est vraiment un super miroir de la sociologie et de l'évolution sociologique de nos sociétés. Mais le résultat de ça, c'est que les cafés sont ont massivement disparu. Et après, l'autre chose qui arrive, on parlait de restauration, c'est que, et je n'avais pas pris la mesure, c'est que par exemple, la restauration rapide aujourd'hui, en France, représente plus que la restauration dite traditionnelle. Aujourd'hui, on consomme plus de burgers, pizzas, kebabs et autres, ce que tu veux. Boulangerie, beaucoup boulangerie, que des restos classiques où on s'assit, où la restauration est donc effectivement, assise. Maintenant, c'est... Et donc, c'est quand même... Oui, donc on achète et on mange debout, on mange sur un banc. Voilà, ou on mange ailleurs, ou on récupère à la maison, etc. Donc, c'est quand même une remise en question fondamentale de la sociabilité, en tout cas française. Mm-hmm. Nous, on est vraiment un peuple où on discute à table, quoi. Ah, mais c'est certain. Ah, mais pour moi, c'est une évidence. Ouais, mais c'est plus du tout évident. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Mais pour moi, je veux dire, le moment où on discute, c'est à table. Non, mais c'est très français, ça. D'accord. Et c'est les anglo-saxons, par exemple, ils hallucinent. Mais vous êtes vraiment très bizarre avec ça. Donc nous, c'est notre manière, c'est notre art de vivre aussi. D'accord. C'est notre manière de sociabiliser. Il faut prendre conscience aujourd'hui qu'en France, ça c'est vraiment profondément menacé. Profondément menacé. D'accord. Les jeunes générations, mes enfants en premier, on en discute souvent, préfèrent commander que d'aller au resto. Oui, non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai. Il faut prendre la mesure du truc. C'est vrai, tu as raison. C'est quand même assez triste. Bon, donc, pour revenir à Kawa, oui. Bon, on va faire l'exercice qu'on fait un petit peu avec tout le monde, mais est-ce que déjà, vous avez levé des fonds chez Kawa ? Oui,
Oui, on a passé beaucoup de temps à lever des fonds. Non, c'est vrai, parce que moi je remercie de tout cœur nos investisseurs qui sont vraiment des gens merveilleux. Et quand c'est dur, ils sont là et on pense à eux. Et c'est vraiment une des raisons qui fait que Kawa continue à exister, c'est d'avoir à la fois un board, un comité stratégique et des investisseurs qui sont extraordinaires. Et si ta question, c'est qui ces investisseurs Pourquoi pas, oui, c'était pas... Mais voilà, dis-nous, c'est des gens, des fonds impact. Il y a un fonds impact qui s'appelle Inco, et il y a des family office ou des business angels, des personnes physiques, même si elles ont parfois un véhicule, qui croient à la mission de Kawa, l'importance de la mission de Kawa, qui croient à l'équipe, et qui ont envie, en tout cas, que Kawa fasse la preuve qu'on peut avoir une boîte rentable, qui performent, on va dire, sur le plan social et sur le plan économique. Très bien. C'est ça qui les intéresse. Et c'est pas du don, c'est pas de la philanthropie, c'est de l'investissement. On appelle ça l'impact investing ou l'investissement impact. En tout cas, c'est vraiment... Combien de personnes aujourd'hui chez Kawa ? On est une trentaine. Ok. Donc maintenant, ma petite dernière question, si je puis dire, mais on va prendre tout le temps nécessaire pour y répondre, c'est quelle est la projection ? Comment tu vois Kawa ? Comment tu imagines les choses à 5 ans, peut-être 10 ans si tu en es capable, mais parce qu'aujourd'hui c'est quand même pas facile de se projeter trop loin, mais à minima 5 ans, comment tu vois les choses et quel serait... Enfin voilà, donne-moi un petit peu l'avenir idéal pour cette entreprise. Là, l'idée c'est de consolider. On va avoir 5 lieux d'ici la fin de l'année, une diversité de modèles, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une diversité de territoires, même si on n'est pas encore dans ces villes moyennes dont je parlais. Donc l'idée c'est de consolider. Beaucoup de détails d'exécution. Moi, pour moi, vraiment, je ne sais plus qui m'a dit ça un jour, mais 10% l'idée, 90% l'exécution, mais vraiment. Ouais, d'accord. C'est des idées, c'est pas que ça vaut rien, mais franchement, donc il y a... Et comme on a décidé de faire beaucoup de métiers pour pouvoir créer du lien, en fait, c'est beaucoup de détails qui s'empilent les uns aux autres, tu vois. Si tu faisais que de la bouffe, tu fais que de la bouffe. En fait, tu fais de l'événementiel, puis tu fais de la privatisation, puis tu fais des bureaux. Voilà. Et d'ailleurs, on nous a souvent dit, mais vous ne pouvez pas faire moins de métiers. Dans le nombre de personnes que tu m'as donné, c'est plutôt board ou... Enfin, je veux dire, tu parles aussi des gens qui sont dans les cafés Dans les 30, la majorité, c'est les gens qui sont dans les lieux. C'est ça, voilà, d'accord. Mais qui participent évidemment à toute la stratégie aussi, forcément. Bien sûr. D'accord. Je discutais encore avec Léla, là, qui est notre serveuse de Bénil du soir. Je disais, comment tu penses qu'on pourrait expliquer aux gens qu'il faut à la fois consommer de la bouffe et pas seulement... Oui, c'est ça, vous partagez toutes les problématiques. Bien sûr. Sinon, on fait rien du tout. On va pas trouver de solution, en fait, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de consolider. À partir de là... Consolider, ça veut dire rendre chacun des lieux individuellement rentables. Exactement. et être contributeur au modèle économique de Kawa SAS, qui est la boîte du dessus qui porte tout ce bazar. Donc, c'est chaque lieu est rentable, chaque lieu délivre sa mission sociale et chaque lieu est capable de contribuer à l'ensemble pour que ça continue à se développer. Donc ça, c'est, on va dire, 2026. À partir de là, l'idée, c'est de refaire une levée de fonds de croissance ambitieuse dans lequel on va tout simplement ouvrir d'autres Kawa le plus vite possible, le plus possible, j'assume. On pourra rentrer dans les détails si on a le temps. Mais la prochaine fois, on n'est pas à notre dernière interview. Non, on n'est pas à notre dernière interview. Mais voilà, il y a toutes ces questions de franchise, pas franchise. J'ai écouté par exemple le podcast du fondateur de Starbucks. C'est passionnant, je le recommande. Ça dure 3 heures, c'est en anglais. Ah oui. Ça s'appelle Acquired, le podcast. Ils font des podcasts de 3 heures. Ouais, non, c'est vraiment passionnant. Ah ouais, non, ça doit, mais... Et lui, il refuse la franchise, par exemple, chez Starbucks. Il dit, avec un franchise, on ne pourra jamais garantir la qualité de l'expérience qu'on doit garantir. Donc c'est vraiment intéressant. En termes d'expérience client, je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est vraiment intéressant. Donc, moi, je ne partage pas... la mission de Starbucks, mais qui est en gros une boutique. Certes, mais ils ont, à l'époque où ils se sont créés, ils ont changé des choses profondément. Moi, j'ai jamais mis un pied chez Starbucks, je bois pas de café, donc je ne suis pas la bonne personne, je suis pas la bonne cliente. Mais je dois reconnaître qu'ils ont quand même changé beaucoup de choses, et notamment le fait de pouvoir s'asseoir et être avec son ordinateur toute la journée avec un café, quoi. Je veux dire, pour nombre de personnes à Paris, enfin en tout cas, parce que c'est l'endroit où je l'ai vécu, ça a été quand même. C'est intéressant. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que, même si honnêtement, je vais pas faire l'apologie de Starbucks, en tout cas, c'était intéressant d'écouter ce gars, Howard Schultz, dire, nous, on a refusé de faire un modèle de franchise. Voilà, donc je parle de ça pour parler de ce sujet-là, c'est-à-dire, c'est quoi le modèle de développement ?
franchise, en propre, etc. Voilà. Nous, on a fait le choix de s'associer à des personnes physiques qui veulent monter leur projet de lieu. Donc, c'est le cas de Léla à Lille et de Corinne à Marseille. D'accord. Donc, ce n'est pas des franchises, c'est qu'on s'associe. On dit, nous, Kawa SAS, tout à fait. On va s'associer avec une personne physique qui est sur le territoire. Le projet. Et elle va entreprendre et on va entreprendre ensemble. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. C'est un modèle humain d'abord, de rencontre, de relation. Et la franchise, c'est vrai qu'il y a un côté très, très photocopieur, quoi. Voilà. En même temps, si on veut aller vite, voilà. Donc l'idée, c'est après 2026, relever de l'argent, développer le maximum de Kawa, en perdant pas son âme et en tout cas sa finalité, et trouver les investisseurs qui vont nous accompagner dans ce développement, sachant qu'on coche toutes les cases du risque, c'est-à-dire l'ESS, c'est-à-dire l'impact, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire les villes moyennes dans lesquelles on veut aller, on me prend pour un grand malade, on me dit qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, tu veux pas en ouvrir un maximum à Paris, ça c'est déjà pas mal. Je dis oui, c'est vrai, je serais très content qu'il y ait plein de Kawa à Paris, mais en fait, encore une fois, c'est pourquoi tu existes. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est d'implanter des Kawa, alors là où on est, bien sûr, mais aussi dans des territoires dans lesquels il y a une carence d'offres. Il y a des gens qui demandent ça, et les investissements ne sont pas faits. Oui, tout à fait. Donc c'est dommage. Voilà, donc c'est un peu ça le plan. Ce qui me manque à ce stade, ce qui nous manque à ce stade, en dehors de la consolidation et de faire nos preuves, évidemment, c'est les investisseurs. La réalité, c'est que nos merveilleux investisseurs privés aux côtés d'Inco, ils vont pas nous suivre sur le développement de Kawa et de 50, 200, 500 Kawa. C'est pas eux de faire le job. Oui, bien sûr. C'est le private equity, c'est les fonds d'investissement, oui. Et etc. donc, eux, ils vont aller chercher autre chose, évidemment. Et ces gens-là, aujourd'hui, on les a pas trouvés parce que trop risqué. Parce que pas hyper croissance à la tech ou pas immobilier parce qu'on n'a pas les murs. Donc, on est dans un espèce d'entre-deux là de l'investissement qui est pas facile. Il y a un acteur qui est partant, ou en tout cas qui nous suit et sur lequel on poursuit la discussion et qui probablement sera de la partie si on arrive à trouver des co-investisseurs, c'est la Banque des Territoires, que je remercie parce qu'il nous accompagne aussi à Marseille, déjà, et qui pour moi est un vrai acteur structurant, stratégique. Donc c'est l'État derrière, c'est la Caisse des dépôts, hein. Tout à fait. Mais c'est vraiment intéressant la manière qu'ils ont d'aborder les choses, parce qu'ils agissent quand même comme un acteur privé, même s'ils ont une thèse parapublique, on va dire. Et donc voilà, donc ça c'est probablement un des acteurs qu'on aura envie d'embarquer, et j'espère qu'on y arrivera, mais il faut trouver des co-investisseurs. Et aujourd'hui, je ne les ai pas. Ça marche. Bon, il y a des fonds impact, peut-être que ce sera... Oui, mais je les connais, mais si tu veux, le fonds impact, globalement... Ils sont quand même chercher évidemment du terri. Oui, en fait, il y a trop de risques par rapport au terri qu'on est capable de produire. Voilà, ils vont chercher du terri. Le couple rentabilité-risque. Bien sûr. Si on était moins risqué, ça irait. Non, il faudrait se faire racheter par. Bon, c'est pas gagné, quoi. Oui, ou des partenaires industriels. Enfin voilà. Donc, peut-être industriel, oui, effectivement. Donc en fait, c'est consolider, faire la preuve et trouver les investisseurs qui vont nous permettre de développer. C'est ça le challenge, quoi. C'est une belle histoire qui se présente devant nous encore. J'espère. Merci Kevin. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur. J'espère qu'on aura plein d'écoutes sur ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les histoires de prochains invités. Et en ce qui nous concerne, on aura sûrement l'occasion de se revoir dans un prochain podcast. Merci Clarisse. Merci à toi.